Edith se tenait sur le quai de la gare de la petite ville de Redwood Falls, serrant une photographie dans ses mains. La photo était légèrement usée à force d'avoir été caressée par ses doigts chaque soir au cours des 3 derniers mois. On y voyait un homme aux traits réguliers, aux yeux sombres et au sourire assuré. Giovanni Marcello, son futur mari, qu'elle n'avait jamais vu en personne. Le vent agitait le pan de sa robe de laine verte, et son cœur battait si fort qu'il semblait couvrir le fracas du train qui approchait. Edith ajusta son chapeau orné d'une petite plume et regarda de nouveau la photographie. 3 mois de correspondance, 3 mois d'espoir en une nouvelle vie. Après la mort de son père, la ferme était tombée en désuétude, l'argent manquait, et les prétendants à Redwood Falls, une ville d'à peine 300 âmes, étaient inexistants. L'agence matrimoniale par correspondance semblait être sa seule issue. Le train s'arrêta dans un crissement de frein, et les passagers commencèrent à descendre des wagons. Edith scrutait chaque visage, cherchant à retrouver l'homme de la photo. Un commis voyageur avec sa valise descendit, puis un couple âgé, suivi d'une femme avec 2 enfants. Le quai se vida peu à peu, mais Giovanni n'apparaissait toujours pas. « Signorina White ?» retentit une voix dans son dos. Edith se retourna et se figea. Devant elle se tenait un homme de taille moyenne, trapu, au visage large et au nez qui avait manifestement été cassé. Ses cheveux sombres dépassaient en désordre dessous un chapeau usé. Son gilet était boutonné de travers. Et il sentait la poussière de la route et quelque chose d'épicé, peut-être de l'ail. Il tenait à la main une valise élimée et la regardait avec une telle expression d'espoir et d'anxiété qu'Edith sentit ses jambes se dérober. « Vous êtes Giovanni Marcello ?» parvint-elle à articuler, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Si, si !» s'exclama l'homme, avec un large sourire qui dévoila des dents irrégulières. Il agita sa main libre avec une telle énergie qu'il manqua de heurter un cheminot à côté de lui. « Je suis Giovanni, très heureux de vous voir, bellissima signorina. » Machinalement, Edith baissa les yeux sur la photo dans sa main, puis les releva vers l'homme qui se tenait devant elle. C'était impossible. L'homme sur le cliché était grand, élégant, avec des traits aristocratiques. Celui-ci en était l'exact opposé. Mais sur la photo, commença-t-elle, la voix tremblante. Giovanni remarqua la carte dans ses mains et son visage s'empourpra. Il posa sa valise à terre et se tordit les mains d'une manière à la fois comique et touchante. « Ah, signorina, je peux expliquer, » dit-il rapidement, s'en mêlant dans ses mots. « C'est mon cugino, Marco. Il est très beau, n'est-ce pas? Mais il est déjà marié. Il a 5 enfants à Naples. Je pensais que vous regarderiez la photo et que, lorsque vous me rencontreriez, vous aimeriez déjà mon âme, capite. »« Aimer votre âme ?» répéta Edith d'un ton glacial, la poitrine brûlante de déception et de colère. « Vous avez envoyé la photo de quelqu'un d'autre. Vous m'avez trompé, mais je ne voulais pas tromper, » s'écria Giovanni en se prenant la tête entre les mains, faisant tomber son chapeau par terre. « Je voulais une chance. En Italie, il n'y a pas de travail, pas de terre, pas d'avenir. Maman disait, « Giovanni, tu vas en Amérique. Tu trouves une bonne femme. » Et j'ai écrit une lettre. Et vous avez répondu avec de si jolis mots, et j'ai pensé que peut-être. Il se tut, levant vers elle des yeux remplis d'une supplication si sincère qu'Edith sentit sa colère s'apaiser un peu, laissant place au désarroi. Autour d'eux, des curieux commençaient à se rassembler. Dans une petite ville, l'arrivée d'un fiancé par correspondance était un événement que tout le monde connaissait. Edith sentait les regards sur elle, entendait les chuchotements. « C'est impossible, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas. J'ai besoin de réfléchir. »« Signorina, s'il vous plaît. » Giovanni fit un pas vers elle, et elle recula. « Je serai un bon mari. Je sais travailler la terre. Je sais construire. Je sais cuisiner. Maman m'a appris. Je peux chanter pour vous. Je peux. »« Monsieur Marcello ?» l'interrompit Edith, s'efforçant de conserver le peu de dignité qui lui restait. « Vous venez avec moi à la ferme. Nous avons une chambre d'amis dans la grange.
Vous y resterez jusqu'à ce que je décide de la suite. » Elle tourna les talons et se dirigea vers sa charrette sans un regard en arrière. Son cœur battait à tout rompre, une boule lui serrait la gorge, et une seule pensée tournait en boucle dans sa tête. Giovanni se hâta de la suivre, ramassant sa valise et marmonnant encore quelque chose dans un mélange d'anglais et d'italien. Edith s'installa sur le siège du conducteur et prit les rênes. Il grimpa à côté d'elle, plaçant ses bagages à l'arrière. Le trajet jusqu'à la ferme durait environ 1 heure, et ils passèrent les 20 premières minutes en silence. Edith regardait droit devant elle, fixant la route qui serpentait entre les collines couvertes d'herbes jaunies. L'automne s'installait, et l'air était frais, avec une odeur de pluie imminente. « Très bel endroit », rompit le silence Giovanni. « En Italie, il y a les montagnes, la mer. Mais ici, c'est comme si le ciel était plus grand, non ?» Edith ne répondit pas, mais du coin de l'œil. Elle le voyait tourner la tête dans tous les sens, observant les environs. Son émerveillement semblait sincère, presque enfantin. « Signorina White, » reprit-il plus doucement, « je comprends que vous êtes en colère. Je comprends que vous pensez que je suis un homme mauvais. Mais dans mes lettres, tout est vrai. Chaque mot est vrai. Je veux vraiment une famille, une maison, un travail honnête. Seulement le visage. Le visage n'est pas le mien. » Edith serra plus fort les rênes. Elle se souvenait de ses lettres, maladroites, pleines de fautes, mais remplies d'une certaine chaleur. Il parlait de sa mère restée à Naples, de l'odeur des citrons de son jardin qui lui manquait, de son rêve de posséder son propre lopin de terre. Les lettres étaient si simples, mais elles avaient une âme. Et il lui envoyait des recettes, étranges, avec des ingrédients inconnus, en ajoutant à chaque fois « Quand nous serons mariés, je cuisinerai pour vous. » « Pourquoi avez-vous pensé que mentir était la bonne solution ?» demanda-t-elle enfin, sans tourner la tête. Giovanni soupira si lourdement qu'il sembla se vider de tout son air. « Parce que j'avais peur, » avoua-t-il. « Je sais, je ne suis pas un bel homme. Mon nez a été cassé quand je travaillais sur les quais à Naples. Les dents. Maman ne pouvait pas payer le dentiste. Je ne suis pas grand, pas élégant. Mais je sais aimer. Ça, je sais bien le faire. Ma mère disait toujours, « Giovanni, tu as un cœur d'or mais un visage de pomme de terre. » Et je me suis dit que si la signorina White apprenait d'abord à me connaître par les lettres, elle verrait le cœur, pas le visage. Malgré son ressentiment, Edith sentit les coins de ses lèvres frémir. Que ton 13 ans, c'était à la fois triste et drôle. C'était quand même un mensonge, dit-elle, mais sa voix n'était plus aussi dure. Si, c'était un mensonge, consentit Giovanni. Et je demanderai pardon chaque jour s'il le faut. Mais je vous le promets, signorina, pour tout le reste. Je suis honnête. Si vous me donnez une chance, je vous montrerai qui je suis vraiment. La ferme apparut au détour d'un virage. Une petite maison à la peinture écaillée, une clôture penchée, une grange où étaient entreposés le foin et les outils. Le terrain était modeste, seulement 15 acres. Mais pour une femme seule, c'était bien trop. Edith se débrouillait comme elle pouvait, mais la terre exigeait des bras d'homme. Giovanni sauta de la charrette, avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée, et se mit aussitôt à inspecter les lieux. « C'est votre maison ?» demanda-t-il, la voix empreinte d'une admiration sincère. « Quelle belle maison. Solide, forte, la clôture est un peu, comment dire, de travers. Je peux la réparer. Et le toit de la grange, je vois un trou. Je réparerai aussi, monsieur Marcello, l'arrêta Edith en descendant de la charrette. Je vais vous montrer où vous allez dormir. Et demain matin, nous parlerons. Sérieusement. Bien sûr, acquiesça-t-il. Vous êtes fatigué, je suis fatigué. Nous avons tous les deux besoin de calme. Demain, nous parlerons. Elle le conduisit à une petite annexe à côté de la grange. Autrefois, un ouvrier agricole y logeait, mais depuis la mort de son père, Edith n'avait plus les moyens de payer quelqu'un. La pièce était simple. Une couchette, une table, une chaise, un petit poêle. C'était propre, mais modeste. Giovanni posa sa valise par terre et inspecta la pièce.
Très bien, déclara-t-il. À Naples, je dormais avec mes 4 frères dans une seule chambre. Ici, c'est comme un palazzo. Edith s'apprêtait à partir. Mais il sortit soudain de sa poche quelque chose enveloppé dans du papier et le lui tendit. « C'est pour vous, dit-il timidement. Je l'ai apporté de chez moi. » Hésitant au sommet, elle prit le paquet et le déballa. À l'intérieur se trouvait un petit pendentif sur une fine chaîne, en argent, représentant un cœur à l'intérieur duquel était inséré un minuscule camée. « C'était à Manona, expliqua Giovanni, ma grand-mère. Elle me l'a donné avant de mourir et m'a dit « Quatre-vingt-quatre. Je sais que vous n'êtes pas encore ma femme, et peut-être que vous ne le serez jamais, mais je voulais que vous l'ayez, parce que dans vos lettres, vous étiez si bonne avec moi. Et j'ai senti que vous étiez spéciale. » Edith regarda le pendentif, la gorge serrée. C'était un héritage familial, quelque chose de précieux et d'important. Et il le lui donnait, à elle, une quasi-inconnue. « Je ne peux pas accepter ça, » balbutia-t-elle. « S'il vous plaît, » insista Giovanni. « Si vous me renvoyez, je comprendrai. Mais le pendentif reste avec vous, pour que vous vous souveniez qu'un Italien a pensé que vous étiez la plus belle femme du monde. » Edith serra le pendentif dans sa paume et tourna les talons sans un mot. Il fallait qu'elle parte avant qu'il ne voie les larmes qui menaçaient de couler. Elle traversa rapidement la cour et se réfugia dans la maison, s'adossant à la porte fermée. Le chaos régnait dans sa tête. Elle avait attendu le bel homme de la photo, un homme qui aurait pu devenir un mari respectable. À la place était arrivé un Italien maladroit avec un accent terrible, des dents de travers et des yeux sincères. Un menteur qui venait de lui offrir un bijou de famille. Edith se rendit à la cuisine et s'assit sur une chaise. Le pendentif reposait dans sa paume, scintillant à la lumière de la lampe à pétrole. Le camée représentait le profil d'une femme, fin et délicat. La grand-mère de Giovanni devait être belle. Dehors, le crépuscule tombait et au loin, un coyote se mit à hurler. Edith se leva et commença à préparer le dîner, machinalement, par habitude. Elle coupa du pain, sortit du saucisson fumé de la cave, versa du lait dans une cruche. Elle mit la table pour une personne. Puis elle s'arrêta, regarda la nourriture et soupira. Elle prit une deuxième assiette, y déposa du pain et du saucisson, versa du lait dans une autre tasse. Elle sortit sur le porche. « Monsieur Marcello » appela-t-elle dans l'obscurité. Des pas se firent aussitôt entendre depuis la grange, et Giovanni apparut sur le seuil, sa silhouette se découpant sur la lumière de la petite fenêtre. « Si, signorina. »« Le dîner ?» dit-elle sèchement. « Sur le porche. » Il traversa la cour presque en courant, et lorsqu'il fut près d'elle, elle lui tendit l'assiette et la tasse. « Grazie, merci, merci beaucoup. » Sa voix était si reconnaissante qu'on aurait dit qu'elle lui offrait une fortune. « Vous êtes très bonne, signorina White, très bonne. Ce n'est que de la nourriture, » grommela Edith. « Bonne nuit, monsieur Marcello. » Elle rentra dans la maison et ferma la porte, mais s'attarda près de la fenêtre, observant Giovanni debout sur le porche, son assiette à la main, regardant dans le noir. Puis, soudain, il se mit à chanter, doucement, d'une voix traînante, en italien. La mélodie était triste et belle, les mots incompréhensibles, mais quelque chose dans cette chanson touchait directement l'âme. Edith s'éloigna de la fenêtre et s'assit à table. Elle ne savait pas quoi faire. Le renvoyer, mais elle n'avait pas l'argent pour son billet de retour. Lui donner une chance? Mais comment pouvait-elle faire confiance à un homme qui avait menti dès le début? Cette nuit-là, elle eut du mal à trouver le sommeil, se tournant et se retournant dans son lit, prêtant l'oreille au silence de la ferme. Quelque part, un plancher grinçait, le vent faisait bouger les volets. Et dans sa tête tournait la mélodie de cette chanson italienne, et les yeux de Giovanni, sombres, pleins d'espoir et de peur à la fois. « Demain, se dit-elle,
Demain, je déciderai. Mais au fond d'elle-même, elle comprenait déjà qu'elle ne pourrait pas simplement le renvoyer. Quelque chose en lui, peut-être cette sincérité maladroite, peut-être sa volonté de reconnaître son erreur, l'avait touché. Et le pendentif, chaud sur sa table de chevet, semblait lui rappeler que chaque personne a une histoire, et qu'il vaut peut-être la peine de l'écouter jusqu'au bout. Edith se réveilla à l'aube, alertée par une odeur de fumée. Pas une fumée âcre et dangereuse, mais une odeur étrangement épicée et appétissante. Elle sauta du lit, jeta une châle sur sa chemise de nuit et regarda par la fenêtre. Un fin filet de fumée s'échappait de la cheminée de l'annexe où dormait Giovanni. Coton Saint-Laz, pensa-t-elle avec inquiétude. Après s'être rapidement lavé le visage à l'eau chaude froide de la cruche, Edith attacha ses cheveux châtains en un chignon habituel à la nuque. Quelques mèches, comme toujours, s'échappèrent et bouclèrent sur ses tempes. Ses cheveux étaient indisciplinés, avec une légère ondulation héritée de sa mère. Elle se regarda d'un œil critique dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Son visage était pâle après une nuit blanche, des cernes marquaient ses yeux gris, et les taches de rousseur sur son nez et ses pommettes semblaient particulièrement visibles. « Cotimine », se moqua-t-elle. En ville, on ne l'avait jamais considérée comme une grande beauté, trop grande pour une femme, presque 1,70 m, trop anguleuse, avec des traits marqués et un menton volontaire. Son père disait qu'elle tenait de sa sœur Mary, qui était elle aussi grande et indépendante. Edith enfila une robe de travail couleur rouille, attacha tous les crochets du corsage et noua son tablier. Aucune fioriture, aucun bijou, la vie à la ferme n'incitait pas à la coquetterie. Seul le pendentif de Giovanni, elle l'avait glissé dans sa poche, sans trop savoir pourquoi. Sortant dans la cour, elle se dirigea vers l'annexe. La porte était entr'ouverte, et de l'intérieur parvenaient des marmonnements en italien et un cliquetis de vaisselle. « Monsieur Marcello » appela-t-elle depuis le seuil. « Ah, Signorina White !» Giovanni se retourna, le visage illuminé d'un sourire. « Buongiorno, bonjour. Je prépare la collation. Comment vous dites ? Le petit déjeuner. » Sur le petit poêle, une poêle grésillait, dégageant un arôme incroyable. Edith fit involontairement un pas en avant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'efforçant de garder un ton sévère. « Une frittata » annonça fièrement Giovanni en agitant une spatule en bois. « C'est comme une omelette, mais en mieux, avec de l'oignon, des tomates, des herbes. J'ai trouvé des œufs de vos poules ce matin. J'espère que ça ne vous dérange pas. Vous êtes déjà allé au poulailler » s'étonna Edith. « Mais il fait à peine jour. » « En Italie, on se lève tôt, » dit Giovanni en haussant les épaules. « Le soleil se lève, je me lève. C'est comme ça. Et je me suis dit que peut-être la signorina White avait faim, non ? Une femme doit bien manger. Vous êtes trop maigre. » Edith sentit le rouge lui monter aux joues. « Je ne suis pas maigre, » objecta-t-elle. « Je suis comme ça. » « Ah, mais en Italie, nous aimons les femmes avec des formes, » continua Giovanni sans remarquer son embarras. « Comme un violoncelle, vous comprenez. Une belle ligne ici et là. » Il se mit à dessiner des courbes dans l'air, et Edith le coupa rapidement. « Monsieur Marcello, ça suffit. »« Oh, pardon, pardon. » Il posa une main sur son cœur d'un air contrit. « Je parle trop. Maman disait toujours. Quod mais la frittata est prête. Vous voulez goûter ?» Il renversa adroitement le contenu de la poêle sur une assiette, formant une galette dorée et gonflée, d'où s'échappait de la vapeur. Edith hésita. Elle avait prévu d'avoir une conversation sérieuse, de fixer des règles, d'expliquer que leur relation était purement professionnelle. Mais l'odeur était si alléchante, et Giovanni la regardait avec une telle espérance qu'elle ne put résister. « D'accord, » céda-t-elle, « mais juste pour goûter. » Et ils entrèrent en dansant la maison, et Edith sortit silencieusement 2 fourchettes. Giovanni coupa la frittata en parts, en déposa une dans son assiette et attendit, suspendu à son verdict. Edith prit une petite bouchée et,
ferma les yeux. C'était délicieux. Les œufs étaient tendres, l'oignon sucré, et les herbes qu'il avait ajoutées donnaient au plat un arôme surprenant. « C'est bon ?» demanda timidement Giovanni. « Très bon, » admit-elle, incapable de retenir un sourire. Le visage de Giovanni s'illumina comme si elle l'avait couronné roi. « Je le savais. Je savais que ça vous plairait. C'est la recette de ma mère. C'est la meilleure cuisinière de tout Naples. » Ils mangèrent en silence. Mais c'était un silence différent de celui de la veille, moins tendu, presque confortable. Edith se surprit à observer Giovanni à la dérobée. À la lumière du matin, il ne paraissait pas si effrayant. Certes, son visage était simple, son nez tordu, mais ses yeux étaient vifs, bienveillants. Et ses mains larges, des paumes de travailleur couvertes de vieilles cicatrices et de callosités. Les mains d'un homme qui n'avait pas peur du labeur. « Monsieur Marcello », commença-t-elle en posant sa fourchette, « il faut que nous parlions. »« Si, bien sûr, » dit-il, redevenant aussitôt sérieux. « Je vous écoute. J'ai réfléchi à notre situation toute la nuit. » Dit Edith en croisant les mains sur la table, s'efforçant de paraître résolue. « Ce que vous avez fait était mal. Vous m'avez trompé, et j'ai parfaitement le droit de vous renvoyer. » Giovanni hocha la tête, baissant les yeux. « Mais, » poursuivit-elle, « je n'ai pas l'argent pour votre billet de retour. Et, pour être honnête, j'ai besoin d'aide à la ferme. Alors voici ce que je vous propose. Vous restez ici comme ouvrier agricole. Je vous donne le gîte et le couvert, et vous travaillez la terre. Pas de discussion de mariage, pas de attente romantique. Juste du travail. D'accord ?» Giovanni leva les yeux vers elle, et on pouvait y lire de la déception. Mais il acquiesça. « Je comprends. Je suis d'accord. Vous me donnez une chance, c'est déjà beaucoup. Je travaillerai bien, je vous le promets. »« Bien, » dit Edith en se levant. « Alors commençons. La première chose à faire est de réparer la clôture du champest. Je vais vous montrer où sont les outils. » Les heures suivantes, ils travaillèrent ce côte à côte, et Edith dut admettre que Giovanni n'avait pas menti en disant qu'il savait travailler. Il maniait le marteau et la scie avec une assurance telle qu'on aurait dit qu'il était né avec. Il est vrai qu'il commentait chacune de ses actions à voix haute, dans un mélange d'anglais et d'italien, et Edith ne comprenait pas toujours ce qu'il disait. « Questo chiodo è torto. » Ce clou est tordu. Ah, Madonna, le bois, c'est dur comme la pierre. « Signorina, vous avez une hache plus grande ?»« C'est la plus grande que j'ai, » répondit Edith, tenant une planche pendant qu'il la clouait à un poteau. « Alors je travaille avec celle-ci, » dit-il en essuyant la sueur de son front avec sa manche. « En Italie, dans mon village, j'ai construit une maison pour un voisin, une maison entière, avec 2 étages. Bon, après, le toit est un peu, comment dire, tombé. Mais juste un peu, personne n'est mort. » Edith le dévisagea. « Le toit est tombé ? » ?»« Juste une petite partie, » assura-t-il en gesticulant avec énergie. « Et je l'ai réparé !» Le voisin n'était très content après. Enfin, pas très content, mais vivant. Malgré elle, Edith éclata de rire. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis la mort de son père, elle rit de bon cœur. Giovanni s'arrêta, la regardant avec étonnement, puis sourit si largement que ses yeux se plissèrent. « Vous avez un joli rire, » dit-il doucement, « comme une clochette. » Edith se tut aussitôt, embarrassée. « Continuons à travailler, » marmonna-t-elle en se détournant. À midi, la clôture était presque terminée, et ils firent une pause. Edith apporta de l'eau du puits, et ils s'assirent à l'ombre d'un vieux chêne pour se reposer. Giovanni but avidement, à grandes gorgées, puis se mit soudain à fredonner quelque chose de lent et mélodieux. « Quelle est sur cette chanson ?» demanda Edith, malgré sa résolution de garder ses distances. « C'est une chanson napolitaine, » expliqua Giovanni. « Elle parle de la mer, de l'amour, de la nostalgie de la maison. Ma mère la chantait quand j'étais petit. » Il marqua une pause, puis ajouta « Ma mère me manque beaucoup. Elle a pleuré quand je suis parti. Mais je lui ai promis que je trouverais une bonne vie ici et que je la ferais venir en Amérique. »
Vous avez une grande famille? Demanda Edith, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que sa voix était si empreinte de nostalgie qu'elle eut pitié de lui. 4 frères, 3 sœurs, acquiesça Giovanni. Je suis le cadet. Mes frères se sont restés à Naples. Ils travaillent sur les quais ou dans les champs. Mes sœurs sont mariées. Ma mère vit avec mon frère aîné. Mais là-bas, il n'y a pas de terre pour tout le monde. Pas de bon travail. Alors j'ai décidé de partir en Amérique, de commencer une nouvelle vie. Et vous avez choisi une épouse par correspondance, ajouta Edith, avec une pointe d'amertume dans la voix. Si, dit-il en la regardant dans les yeux, parce que je ne voulais pas seulement un travail. Je voulais un foyer, une famille, une femme qui serait là quand le soleil se lève et quand il se couche. Des enfants, peut-être, avec le temps. Je ne cherche pas la richesse, signorina White. Je cherche, comment dites-vous, à appartenir. Je veux appartenir à quelqu'un. Ces mots étaient simples, mais d'une franchise telle qu'Edith sentit une boule se former dans sa gorge. Elle aussi connaissait ce sentiment, la solitude, le désir d'avoir quelqu'un à ses côtés, pour que la maison ne paraisse pas si vide. « Je comprends, » dit-elle doucement, « mais ça ne veut pas dire que mentir était la bonne solution. »« Je sais, » soupira Giovanni, « et je demanderai pardon autant de fois qu'il le faudra. Mais j'espère très fort qu'avec le temps, vous verrez le vrai moi. Pas le visage sur la photo, pas même ce visage-ci, dit-il en se désignant avec un sourire tordu, mais l'homme à l'intérieur. Ils retournèrent au travail, mais quelque chose avait changé. Edith se surprit à ne plus être agacée par ses commentaires et ses gestes constants. Au contraire, il y avait quelque chose de rassurant dans sa présence, dans la façon dont il marmonnait pour lui-même, grondant les planches récalcitrantes, ou louant un clou bien planté. Le soir, la clôture était terminée, et Giovanni en fit fièrement le tour, vérifiant chaque planche. « Solide, très solide, » déclara-t-il. « Cette clôture tiendra 100 ans. » « J'espère que vous avez raison, » sourit Edith, « parce que je n'ai plus de planche billard pour la refaire. » Ils se dirigèrent vers la maison, et soudain, Giovanni s'arrêta, fixant quelque chose dans l'herbe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en désignant un petit buisson de fleurs blanches. « Des marguerites, » répondit Edith. « Elles poussent partout. » Sans un mot, Giovanni se pencha et cueillit une brassée de fleurs. Puis il s'approcha d'elle et lui tendit le bouquet d'un air solennel. « Pour vous, bellissima signorina. En Italie, on dit que les fleurs sont pour une femme ce que l'eau est pour la terre. Nécessaire. » Edith prit les marguerites, sentant de nouveau le rouge lui monter aux joues. Personne ne lui avait jamais offert de fleurs. Jamais. « Ce ne sont que des mauvaises herbes, » marmonna-t-elle. Mais elle serra le bouquet contre sa poitrine. « Non !» protesta Giovanni avec passion. « Pas de mauvaises herbes. Chaque fleur est belle si on la regarde avec les bons yeux, comme chaque personne est belle si on voit l'âme, pas seulement le visage. » Il la regardait avec une telle intensité qu'Edith dut détourner le regard. Elle marmonna quelque chose sur le dîner à préparer et se hâta de rentrer, serrant toujours les marguerites dans sa main. Le soir, après avoir mis les fleurs dans une cruche d'eau sur la table, remplissant la cuisine de leur léger parfum, Edith se surprit à sourire. Mais en se couchant, sa main se porta machinalement vers le pendentif posé sur sa table de chevet. Et en s'endormant, elle ne pensait pas au bel homme de la photo, mais à l'homme à nez tordu et au cœur d'or qu'il appelait Côte, sang, et lui offrait des marguerites, les jugeant aussi nécessaires que les iots pour la terre. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Giovanni, et la vie à la ferme avait tellement changé qu'Edith reconnaissait à peine sa propre maison. Chaque matin, elle se réveillait avec l'odeur du pain frais ou d'un plat italien dont elle ne pouvait prononcer le nom. Giovanni se levait avant les coqs et, au moment où elle sortait dans la cour, il avait déjà nourri les animaux, ramassé les œufs et entamé un nouveau projet. Ce matin-là, Edith le trouva sur le toit de la grange, un marteau à la main. Il sifflotait en clouant un nouveau bardeau. « Monsieur Marcello » cria-t-elle d'en bas.
Que faites-vous, êtes-vous au lago? Ah, signorina, buongiorno. Il lui fit un signe avec son marteau. Je répare le toit. Il a plu cette nuit, et j'ai entendu goutte, goutte, goutte. L'eau tombait à l'intérieur. C'est mauvais pour le foin, mauvais pour tout. Alors je répare. Vous auriez pu tomber. Edith mit sa main en visière sur son front, plissant les yeux face au soleil. Descendez immédiatement. Presque fini. Encore 2, 3 clous. Il se pencha et Edith eut un hoquet en l'imaginant chuter. Mais Giovanni se tenait avec assurance, comme s'il avait passé sa vie sur les toits. Quelques minutes plus tard, il descendit par l'échelle, l'air satisfait. « Vous voyez, sain et sauf », déclara-t-il en s'époussetant les mains. « Maintenant, le toit ne fuit plus. J'ai vérifié tous les trous. Il y en avait 5, signorina, vous devriez mieux surveiller votre toit. Je n'avais pas le temps de grimper sur les toits, objecta Edith, essayant de paraître sévère, bien qu'intérieurement elle lui fût reconnaissante. J'avais 1000 autres choses à faire. Maintenant, vous m'avez, dit simplement Giovanni. Je fais les choses en hauteur, vous faites les choses sur terre. Bonne équipe, non? Edith voulut lui rappeler qu'il n'était pas une équipe, qu'il n'était là que temporairement, comme un ouvrier. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. En une semaine, elle s'était habituée à sa présence, à la façon dont il marmonnait en italien en travaillant au potager, dont il chantait en réparant les outils, dont il lui apportait chaque soir quelque chose. Des herbes fraîchement cueillies, une pierre lisse à la forme intéressante, ou la pomme la plus rouge qu'il ait trouvée sur le vieux pommier derrière la maison. « Il faut aller en ville aujourd'hui, » dit-elle à la place. « Pour des provisions. La farine vient à manquer, et il faut du sel. »« Je viens avec vous, » s'anima aussitôt Giovanni. « Je n'ai pas encore vu la ville, et je peux porter les sacs lourds. »« Vous êtes trop maigre pour les sacs. »« Je ne suis pas trop maigre, » rétorqua automatiquement Edith, mais sans l'agacement d'autrefois. « Et vous recommencez. »« Mais c'est la vérité, » dit-il en écartant les bras. « Une femme doit être douce comme un coussin. Vous êtes comme une planche à repasser ?» Edith ne put s'empêcher de renifler. « Une planche à repasser? Si, droite, plate? Oh, ça sonne mal, non ?» Giovanni se prit la tête entre les mains. « Je voulais dire, élégante, comme une statue, comme la déesse Vénus. » Vénus était ronde, fit remarquer Edith, tentant de cacher un sourire. « Alors comme une biche gracieuse. » Il fit un geste maniéré de la main. Un long cou, une belle posture. Vous voyez, je fais un compliment, mais les mots sortent mal. C'est de compliments, dit Edith, en se tournant vers la maison, sentant ses joues s'ébruler. Préparez-vous, nous partons dans une demi-heure. Le trajet jusqu'à Redwood Falls dura environ 1 heure. Et tout du long, Giovanni tourna la tête, admirant les paysages. L'automne était à son apogée. Les collines flambassiaient de rouge et d'or. L'air était transparent et sentait les feuilles mortes. « C'est si beau », s'exclamait-il. « En Italie aussi c'est beau, mais différemment. Là-bas, tout est proche, vous comprenez. Les montagnes sont proches, la mer est proche, les maisons sont proches. Ici, tout est grand, ouvert. Comme si Dieu avait laissé de la place pour respirer. » Edith écoutait, surprise de sa capacité à trouver des mots pour des choses qu'elle ressentait elle-même, mais n'avait jamais exprimées. Oui, ici, il y avait vraiment de l'espace pour respirer, pour la liberté. La ville les accueillit dans son silence endormi habituel. La rue principale était presque déserte, quelques charrettes près du magasin, 2 ou 3 chevaux attachés à des poteaux. Edith dirigea sa charrette vers le magasin général des Harrison. « Attendez ici, dit-elle à Giovanni, je ne serai pas longue. » Mais c'était sans compter sur Madame Harrison. À peine entrée, la femme corpulente aux petits yeux curieux laissa son autre client pour se précipiter vers elle. « Miss White, enfin !» parlait-elle vite, à peine reprenant son souffle. « Toute la ville ne parle que de votre fiancé. C'est vrai qu'il est italien et qu'il ne ressemble pas du tout à la photo. Sarah Thompson vous a vus à la gare. » Et elle a dit « Madame Harrison,
La coupa Edith aussi calmement que possible. J'ai besoin de farine et de sel, s'il vous plaît. Mais Madame Harrison ne se laissa pas démonter. Mais ma chère, vous comprenez bien que les gens s'inquiètent. Les fiancés par correspondance, c'est une affaire sérieuse. Et s'il était dangereux, un criminel? Après tout, pourquoi un homme normal traverserait-il l'océan pour trouver une femme? Pour la même raison qu'une femme normale cherche un mari par agence, répondit froidement Edith. Parce que la vie ne laisse parfois pas d'autre choix. Madame Harrison ouvrit la bouche pour répliquer, mais à ce moment-là, la porte du magasin s'ouvrit avec une telle énergie que la clochette au-dessus tinta bruyamment. C'était Giovanni. « Signorina White, j'ai trouvé. » Il agitait un journal. « Regardez, ça parle de l'Italie, de mon pays. » Puis il remarqua Madame Harrison et retira aussitôt son chapeau, le visage fendu d'un large sourire. « Ah, pardon. Buongiorno, signora. Vous avez un très beau magasin. » Madame Harrison cligna des yeux, le dévisageant de la tête aux pieds, ses vêtements usés, son nez tordu, son large sourire. « Vous êtes donc cet Italien ?» dit-elle, d'un ton qui n'augurait rien de bon. « Si, je suis Giovanni Marcello de Naples. » Il lui tendit la main. « Très heureux de faire votre connaissance. » Madame Harrison regarda sa main comme si c'était un serpent et ne bougea pas. « On dit que vous avez envoyé une fausse photo à Miss White, » dit-elle d'un ton glacial. « Que vous l'avez trompée. » Le sourire de Giovanni s'effaça. Il baissa la main et se redressa autant que sa taille le lui permettait. « C'est vrai, signora ?» dit-il doucement, son accent s'épaississant. « J'ai fait une grosse erreur. Très grosse. Mais j'ai dit la vérité à la signorina White, et je travaille chaque jour pour mériter son pardon. Un homme fait des erreurs, mais un homme bon essaie de les réparer, n'est-ce pas? Un homme bon ne ment pas dès le départ, trancha Madame Harrison. Madame Harrison, intervint Edith, sentant une colère inattendue monter en elle. Ce ne sont pas vos affaires. Monsieur Marcello travaille pour moi, et je suis satisfaite de son travail. Maintenant, si vous voulez bien me donner ma farine et mon sel, où dois-je aller faire mes courses dans la ville voisine? Le visage de Madame Harrison se crispa, mais elle alla chercher les marchandises en silence. Giovanni lança un regard reconnaissant à Edith, et il y avait tant de chaleur dans ses yeux qu'elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Lorsqu'ils sortirent du magasin avec leurs achats, Giovanni portait les sacs avec une telle facilité qu'on aurait dit qu'ils étaient remplis de plumes. « Merci, » dit-il en chargeant les sacs dans la charrette. « Merci de m'avoir défendu. Vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez fait. » « Elle a été grossière, » répondit simplement Edith, « et elle ne connaît pas toute l'histoire. »« Et quelle est l'histoire » demanda Giovanni en s'arrêtant pour la regarder. « Pensez-vous que je suis un homme bon, signorina White ?» Edith se figea, s'agrippant au bord de la charrette. C'était une question honnête, qui méritait une réponse honnête. « Je pense, dit-elle lentement, choisissant ses mots, que vous avez mal agi. Mais je pense aussi que vous essayez de vous améliorer. Et ça veut dire quelque chose. » Giovanni sourit, pas un large sourire, sans montrer les dents, mais un sourire doux et discret. Et il hocha la tête. Il s'apprêtait à partir quand un homme âgé s'approcha d'eux, monsieur Coleman, le propriétaire du saloon. Edith se tendit, s'attendant à de nouvelles piques, mais le vieil homme se contenta d'un signe de tête à Giovanni. « J'ai entendu dire que tu es italien, » dit-il. « Pendant la guerre, j'ai servi avec un gars d'Italie. Il s'appelait Mario, le meilleur tireur de notre unité et un bon ami. Il m'a sauvé la vie à Chattanooga. » Il marqua une pause, puis ajouta « Je veux juste dire que tout le monde ici n'est pas comme les Harrison. Si tu travailles honnêtement, ça suffit. »« Grazie, » dit doucement Giovanni. « Merci, signor. Ça signifie beaucoup pour moi. » Sur le chemin du retour, Giovanni était inhabituellement silencieux. Edith le regarda à plusieurs reprises et finit par ne plus y tenir. « À quoi pensez-vous » Et il soupira, regardant la route. « Je pense qu'il est très difficile d'être un étranger, avoua-t-il. À Naples,
Tout le monde connaît ma famille. Tout le monde sait qui je suis. Ici, je ne suis personne. Un Italien avec un accent qui a envoyé la mauvaise faux faute. C'est tout ce que les gens savent. Laissez-leur du temps, dit Edith. Du temps et une raison de penser autrement. Comme l'a dit M. Coleman, un travail honnête, acquiesça Giovanni. Je leur montrerai à tous, et je vous le montrerai à vous aussi. À moi? S'étonna Edith. Si, vous me donnez une chance, mais dans vos yeux, il y a encore du doute. Je le vois. Vous pensez. Peut-être qu'il va encore mentir. Peut-être que c'est un homme mauvais. Je comprends ça. Mais je veux que vous me fassiez confiance. Je veux que vous me regardiez et que vous ne voyiez pas une erreur, mais... Il chercha le mot, une possibilité. Edith garda le silence, mais ces mots résonnèrent profondément en elle. Une possibilité. Oui, c'était ainsi qu'on pouvait nommer ce sentiment étrange qui s'était installé dans sa poitrine depuis une semaine. Pas de l'amour, non, trop tôt pour l'amour, mais de l'espoir. L'espoir que peut-être la vie lui réservait quelque chose de bon, même si cela se présentait sous la forme la plus inattendue. Le soir, après le dîner, Giovanni demanda la permission de s'asseoir sur le porche. Edith accepta, et ils s'installèrent sur les marches, regardant le soleil se coucher derrière les collines, peignant le ciel de teintes roses et orangées. « C'est beau, » murmura Giovanni. À Naples, le coucher de soleil était sur la mer, ici sur la terre. Mais les deux sont beaux. « Votre pays vous manque ?» demanda Edith. « Chaque jour, » répondit-il honnêtement. « Ma mère me manque, mes frères, mes sœurs. L'odeur des citrons me manque, le goût de la vraie pizza. Mais vous savez quoi? Je commence à penser qu'une maison, ce n'est pas seulement un lieu. C'est là où l'on se sent appartenir. » Et peut-être, il la regarda, peut-être que je trouverai ma maison ici, si je fais de mon mieux. Edith ne sut que répondre. Elle regardait le coucher de soleil et sentait quelque chose changer en elle. Des murs qu'elle avait érigés après la mort de son père commençaient à se fissurer. « Signorina White, » reprit Giovanni, « puis-je vous demander quelque chose ?» demandez. « Pourquoi avez-vous cherché un mari par correspondance? Vous êtes une belle femme, intelligente. Pourquoi n'avez-vous trouvé personne ici ?» Edith eut un sourire sans joie. « Parce qu'ici personne ne me voyait. J'ai toujours été la fille du vieux White, cette grande fille de la ferme, célibataire à 25 ans, trop grande, trop indépendante, trop pauvre après la mort de mon père. » Elle haussa les épaules. Par agence, je pouvais être juste Edith, sans histoire, sans réputation. Une chance de tout recommencer. « Je comprends, » acquiesça Giovanni. « Nous cherchions tous les deux un nouveau départ? Moi avec le mauvais visage, vous avec la mauvaise réputation. Un beau couple, non? » Malgré sa tristesse, Edith se mit à rire. « Vous trouvez toujours le moyen de rendre les choses amusantes. Parce que la vie. La vie est trop dure pour être sérieux tout le temps, répondit Giovanni. Ma mère disait, Giovanni, quand la vie te donne des citrons, tu fais du limoncello et tu danses. Le rire diminue la douleur. Ils restèrent assis en silence, et soudain, Giovanni se mit à fredonner. La même chanson que le premier soir. La mélodie flottait dans l'air du soir, triste et belle, et Edith ferma les yeux pour écouter. « De quoi parle cette chanson ?» demanda-t-elle quand il se tut. « D'un marin parti au loin qui a promis de revenir pour sa bien-aimée, » répondit Giovanni. Mais de nombreuses années ont passé, et à son retour, tout avait changé. Mais l'amour était resté. L'amour reste toujours, s'il est vrai. Et vous croyez au grand amour. Edith ne savait pas pourquoi elle posait la question. Les mots lui avaient échappé. Giovanni se tourna vers elle, et dans la pénombre, ses yeux paraissaient presque noirs. Si, j'y crois. Ma mère et mon père sont restés ensemble 40 ans, jusqu'à sa mort. Chaque jour, mon père apportait une fleur à ma mère. Chaque jour, il lui disait qu'elle était la plus belle.
Et elle le croyait, parce qu'il ne l'aimait pas seulement quand elle était jeune et belle. Il l'aimait quand elle était vieille, fatiguée, malade. C'est ça le grand amour. Voir la personne entière, avec tout le bon et le mauvais, et dire « Oui, tu es à moi ». Edith sentit son cœur s'accélérer. Elle regardait cet homme au nez tordu et à l'accent terrible. Et elle ne voyait plus un fiancé raté, mais quelqu'un d'authentique, de sincère, capable de sentiments profonds. « Il faut que j'aille dormir », murmura-t-elle en se levant. « Demain, il faut se lever tôt. »« Bonne nuit, signorina » dit Giovanni en se levant à son tour. « Merci pour aujourd'hui, de m'avoir défendu, d'avoir écouté mes bêtises. »« Ce ne sont pas des bêtises », dit doucement Edith avant de rentrer rapidement. Cette nuit-là, elle rêva d'un coucher de soleil sur les collines et d'une chanson italienne qui résonnait comme une promesse. Octobre apporta des nuits froides et des journées claires, où l'air était si transparent qu'on aurait pu distinguer chaque brin d'herbe sur les collines lointaines. Edith fut réveillée par des coups à la porte et la voix de Giovanni, excitée et joyeuse. « Signorina White, signorina, venez vite !» Elle sauta du lit, jeta un châle de laine sur ses épaules et ouvrit la porte. Giovanni se tenait sur le porche, couvert de paille, une aiguë égratignure sur la joue, mais ses yeux brillaient. « Que s'est-il passé? Vous êtes blessé? »« Non, non, venez voir. » Il la prit par la main et l'entraîna vers la grange. Edith avait à peine le temps d'enfiler ses bottes en marchant, trébuchant sur l'ourlet de sa chemise de nuit. Dans la grange, au fond, sur une botte de foin, était couchée sa vieille jument, Molly, et à côté d'elle, sur des pattes tremblantes, se tenait un poulain, minuscule, alezan, avec une étoile blanche sur le front. « Santa Madonna !» s'exclama Giovanni en joignant les mains. « Je suis venu donner du foin, et je la vois en train de mettre bas. Je l'ai aidée, je lui tenais la tête. Je lui disais « Tout va bien, Molly, tu es forte, tu peux le faire. » Et voilà, un poulain. Edith s'approcha lentement, s'agenouillant près du nouveau-né. Le poulain renifla, secoua la tête, et Molly hennit doucement en léchant son petit. « Je ne savais pas qu'elle était pleine », murmura Edith en tendant la main pour caresser le flanc chaud du petit. « Mon père a vendu notre étalon au printemps, mais apparemment Molly a eu le temps. » Sa voix se brisa. « C'est un miracle. Si, un miracle. » Giovanni s'accroupit à côté d'elle, son épaule touchant la sienne. Une nouvelle vie est toujours un miracle. En Italie, la naissance d'un poulain est un bon présage. Ça signifie prospérité, bonheur. Vous devez lui donner un nom. C'est encore trop tôt, dit Edith, incapable de détacher son regard du poulain. Il faut attendre, voir comment il sera. Alors nous attendrons ensemble, dit simplement Giovanni. Ils restèrent ainsi près d'une heure, regardant le poulain faire ses premiers pas mal assurés, chercher le lait de sa mère. Edith sentait la chaleur de l'épaule de Giovanni, entendait sa respiration calme, et quelque chose dans cette proximité lui semblait juste, naturel. Finalement, elle se leva, secouant la paille de ses vêtements. « Il faut que je m'habille et que je prépare le petit déjeuner. »« Vous avez faim ? J'ai toujours faim, » rit Giovanni. « Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je vais préparer quelque chose de spécial. Des frittelles, c'est comme des beignets, mais italiens. Ma nonna en faisait à chaque fête. »« La naissance d'un poulain est une fête, » sourit Edith. « Bien sûr que c'est une fête, » dit-il en écartant les bras. « La vie est toujours une fête. Quand ma sœur Lucia a eu son premier enfant, nous avons fait la fête pendant 3 jours. On a chanté, dansé, mangé, bu du vin. Les voisins venaient, apportaient des cadeaux. En Italie, nous savons qu'il faut célébrer chaque bon moment, parce que la vie est courte, vous comprenez. » Edith hocha la tête, bien que sa vie ait été pauvre en fait. Après la mort de sa mère, quand elle avait 12 ans, son père s'était renfermé, et la maison était devenue silencieuse, sombre. Les fêtes passaient inaperçues, comme des jours ordinaires. C'est peut-être pour ça qu'elle se sentait si seule. Pendant que Giovanni s'affairait dans la cuisine,
créant un incroyable parfum de vanille et de pâte frite. Edith enfila une robe de travail bordeaux foncé avec des poches pratiques. Elle tressa ses cheveux et sortit, se sentant presque heureuse. Une sensation étrange, inhabituelle. À table, Giovanni posa devant elle une assiette de boules dorées saupoudrées de sucre. « Goûtez !» ordonna-t-il. « Chaudes, fraîches, les meilleures !» Edith prit une bouchée et ferma les yeux. La pâte était légère, sucrée et fondée sur la langue. « C'est délicieux, » admit-elle. Manona avait raison. La bonne nourriture rend l'âme heureuse, dit Giovanni en s'asseyant en face, le menton dans les mains. Signorina White, puis-je vous demander quelque chose? Vous demandez toujours la permission, puis vous demandez quand même, fit remarquer Edith avec un sourire. C'est vrai, rit-il. Bon, je demande sans permission. Pourquoi m'appelez-vous toujours Quot sensi ça? Nous nous connaissons depuis 3 semaines. Peut-être pourriez-vous m'appeler Giovanni. Edith s'arrêta, une fritella à mi-chemin de sa bouche. Il avait raison. L'appeler par son nom de famille, après tout ce qu'ils avaient traversé, semblait étrangement formel. Mais passer au prénom signifiait reconnaître qu'il était devenu plus proche qu'un simple ouvrier. « Je suis habituée aux formalités, » dit-elle, incertaine. « Et moi je suis habituée à la famille, » répondit doucement Giovanni. « En Italie, on devient vite proche, pas par le sang, mais par le cœur. Vous cuisinez pour moi, je travaille pour vous. Nous prenons soin l'un de l'autre. C'est presque comme une famille, non? Presque, murmura Edith, et une chaleur se répandit dans sa poitrine. D'accord. Giovanni, vous pouvez m'appeler Edith. Son visage s'illumina d'une joie telle qu'on aurait dit qu'elle lui avait offert le plus grand des trésors. Edith, répéta-t-il, et son nom sonnait différemment avec son accent, étiré, mélodieux. Un joli nom, ça signifie bonheur dans le combat. Ça vous va très bien. Comment savez-vous ce que ça signifie? J'ai demandé au prêtre à Naples quand j'ai reçu votre première lettre, avoua Giovanni, les oreilles rougissantes. Je voulais tout savoir sur la femme qui m'écrivait de si gentils mots. Edith baissa les yeux, sentant son cœur battre plus vite. Il avait pensé à elle, là-bas, en Italie, cherchant la signification de son nom. C'était touchant et un peu effrayant de réaliser que quelqu'un lui portait une telle attention. Ils passèrent la journée à travailler côte à côte. Il fallait labourer le champ du fond pour les semailles d'Ivevaive, et Edith attela le cheval restant, un vieux hongre nommé Tonnerre. Giovanni insista pour manier la charrue seule, mais après une demi-heure, il était clair que Tonnerre ne lui obéissait pas. Le cheval s'arrêtait obstinément au milieu du sillon, reniflant et secouant la tête. « Dai, dai !» criait Giovanni en tirant sur les rênes. « Avanti! En avant, stupide cheval !» Il ne comprend pas l'italien, dit-elle, est incapable de retenir un rire en observant ce combat. « Mais il devrait comprendre, » rétorqua Giovanni avec fougue. « Un cheval est un cheval partout, la langue n'est pas importante. »« Très importante, » dit Teddy, en s'approchant pour prendre les rênes. « Laissez-moi vous montrer. »« Hé, Tonnerre, mon vieux, en avant. Allez, bon garçon. » Le cheval avança docilement, et le sillon fut tracé droit. Giovanni se tenait les bras croisés, l'air à la fois admiratif et dépité. « Il vous écoute, pas moi. C'est parce que je suis un étranger. C'est parce que je le connais depuis qu'il est poulain, » le rassura Edith. « Et parce qu'il faut parler doucement aux chevaux, alors que vous criez comme un cacamon marché. » À Naples, tout le monde crie au marché, s'indigna Giovanni. C'est normal, si tu ne cries pas, on ne t'entend pas. Nous ne sommes pas à Naples, dit Edith en lui tendant les rênes. Réessayez, doucement, calmement. Et n'agitez pas les bras, ça lui fait peur. Giovanni prit les rênes, inspira profondément et parla à Tonnerre presque en chuchotant. Bien que les mots fussent toujours italiens, mais le ton fonctionna. Le cheval avança et la charrue s'enfonça dans la terre. Le visage de Giovanni s'épanouit. « Ça marche!
Edith, ça marche! Vous êtes un bon professeur. Ils travaillèrent dans jusqu'à midi, et le champ était à moitié labouré. Giovanni en enleva sa chemise. La journée était étonnamment chaude. Et Edith remarqua malgré elle que sous son apparence simple se cachait un corps solide et musclé, celui d'un homme habitué aux travaux pénibles. Les cicatrices sur son dos et ses bras témoignaient d'une vie difficile en Italie. Ils s'assirent à l'ombre d'un arbre pour se reposer, et Edith sortit du pain, du fromage et des pommes d'un panier. Giovanni mangeait avec appétit, mais entre deux bouchées, il racontait des histoires sur sa famille. Comment ses frères se battaient pour le dernier morceau de pain, comment ses sœurs faisaient la course pour laver le linge, comment sa mère parvenait à nourrir tout le monde avec une seule marmite. « Vous savez ce qui me manque le plus ?» dit-il soudain. « Le bruit. Chez ma mère, il y a toujours du bruit. Quelqu'un rit, quelqu'un pleure, quelqu'un se dispute, quelqu'un chante. Toujours de la vie, vous comprenez. Ici, c'est si calme, parfois trop calme. J'aime le silence, avoua Edith. Après la mort de mon père, j'avais peur du bruit. Le bruit signifiait les gens, et les gens signifiaient des questions, de la pitié, des conseils dont je n'avais pas besoin. Mais le silence peut être la solitude, dit doucement Giovanni. Je comprends que vous vouliez la paix, mais un être humain ne devrait pas être seul tout le temps. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Nous sommes faits pour être ensemble. Edith le regarda, son visage sérieux, ses yeux si sincères que ça en devenait douloureux. Il avait raison. Elle était fatiguée de la solitude, fatiguée de prétendre se suffire à elle-même. « Et vous? Vous ne vous sentez pas seul ici ?» demanda-t-elle. « Loin de votre famille, dans un pays étranger ?»« Si, acquiesça Giovanni, chaque jour. Mais moins quand je suis avec vous. Vous faites de cet endroit un foyer. Pas parce que c'est une maison, mais parce que c'est vous. » Le cœur d'Edith manqua un battement. Elle voulut répondre, mais les mots restèrent coincés. À la place, elle lui tendit une pomme, la plus grosse, la plus rouge du panier, et leurs doigts se touchèrent. Giovanni ne retira pas sa main tout de suite, et ils restèrent ainsi un instant, se regardant dans les yeux. « Edith, commença-t-il, la voix tremblante, je sais que je ne suis pas l'homme que vous vouliez. Je ne suis pas beau, pas riche, je ne parle pas bien anglais. Mais je veux que vous sachiez que chaque jour je pense de plus en plus à vous. Quand je vois un beau coucher de soleil, je pense, Edith devrait voir ça. Quand je cuisine, je pense, ça plaira à Edith. Vous devenez le centre de ma vie. Et je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est la vérité. » Edith resta immobile, incapable de prononcer un mot. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses. Personne n'avait fait d'elle le centre de son monde. Elle avait toujours été en périphérie, la fille serviable, l'aide à la laide, la fermière, mais jamais la femme à qui l'on pense que l'on veut voir heureuse. Giovanni parvint-elle à dire « Je ne sais pas quoi répondre. » « Ne dites rien, dit-il en serrant ses doigts, avant de les lâcher. Je voulais juste que vous le sachiez. Maintenant, continuons à travailler, d'accord ? Le champ ne va pas se labourer tout seul. » Ils retournèrent à la charrue. Mais quelque chose avait changé. Edith se surprenait à le regarder. La façon dont ses muscles bougeaient sous sa peau bronzée, dont il essuyait la sueur de son front, dont il fredonnait pour lui-même. Et dans sa poitrine grandissait un sentiment étrange, effrayant, chaleureux, doux, qui faisait battre son cœur plus vite. Le soir, le champ était labouré, et ils rentrèrent à la maison fatigués, sales, mais satisfaits. Edith chauffa de l'eau pour que Giovanni puisse se laver, et pendant qu'il s'éclaboussait dans une grande bassine dans la cour, elle préparait le dîner, jetant des coups d'œil par la fenêtre. Il chantait, fort, faux, mais avec une telle joie qu'elle souriait en l'écoutant. Au dîner, Giovanni demanda soudain « Edith, savez-vous danser ?»
quoi? Elle faillit s'étouffer. Danser. Savez-vous? En Italie, tout le monde danse, au mariage, aux fêtes, juste comme ça, parce qu'on est en vie. Un peu. Mon père dansait parfois avec moi quand j'étais petite, mais c'était il y a longtemps. Alors nous allons danser, s'exclama Giovanni en se levant, radieux. Maintenant, ici, dans la cuisine, rit Edith. C'est de la folie. Les meilleures choses de la vie sont un peu folles. Il lui tendit la main. S'il vous plaît, Edith, une seule danse, pour célébrer cette belle journée. Le nouveau poulain, le champ labouré, s'il vous plaît. Edith regarda sa main tendue, l'espoir dans ses yeux, et ne put refuser. Elle posa sa paume dans la sienne, et Giovanni l'attira à lui, posant son autre main sur sa taille. Il se mit à fredonner une mélodie, lente, fluide, et la guida à travers la cuisine, avec douceur et précaution. Edith le suivit, et à un moment donné, elle cessa de se demander de quoi cela avait l'air, à quel point c'était inapproprié. Elle dansait, simplement, sentant la chaleur de sa main sur sa taille, écoutant sa voix vibrer dans sa poitrine. Ils tournoyèrent entre la table et le poêle, et quand Giovanni la serra un peu plus fort, elle ne résista pas. La mélodie s'acheva, mais ils ne se séparèrent pas tout de suite. Ils restèrent ainsi, se regardant, et quelque chose de non dit, d'important, flottait dans l'air. « Grazie », murmura Giovanni, « pour la danse, pour la journée, pour tout. »« De rien », répondit Edith aussi doucement. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Edith ne put trouver le sommeil. Elle pensait aux mots de Giovanni, à la façon dont il avait dit qu'elle devenait le centre de sa vie. Et elle réalisait que lui aussi était devenu important pour elle. Pas seulement un ouvrier, pas seulement un fiancé raté, mais un homme qui la faisait se sentir vivante, désirée, vue. « C'est dangereux, » se disait-elle. « Tu le connais à peine. Il t'a trompé une fois, il pourrait recommencer. » Mais son cœur murmurait autre chose. Et si c'était une chance? Si c'était comme ça que l'amour arrivait, pas comme dans les livres, pas avec un beau prince, mais avec un homme simple qui danse avec toi dans la cuisine et fait de toi le centre de son monde. Edith se tourna sur le côté, serrant son oreiller, et s'endormit en souriant. Novembre recouvrit la ferme d'une première neige, légère comme du duvet, transformant la cour en un silence blanc. Edith fut réveillée par le son d'un violon. La mélodie était maladroite, avec des fausses notes, mais on y sentait un tel effort qu'elle sourit involontairement, avant même d'ouvrir les yeux. S'approchant de la fenêtre, elle écarta le rideau et vit Giovanni dans la cour. Il se tenait dans la neige jusqu'aux chevilles, tenant un violon usé, et tentait d'en extraire quelque chose qui ressemblait à de la musique. À côté de lui, le poulain était assis et sursautait drôlement chaque fois que le son était particulièrement strident. Edith se lava rapidement, tressa ses cheveux châtains indisciplinés. Quelques mèches, comme d'habitude, s'échappèrent aussitôt pour encadrer son visage, et jeta un châle chaud sur sa robe d'intérieur en laine grise. Il faisait froid dehors, et elle regretta de ne pas avoir mis quelque chose de plus chaud. Mais la curiosité l'emporta. « Giovanni » appela-t-elle depuis le porche. « Que faites-vous, Et d'où vient ce violon ?» Il se retourna, le visage illuminé d'un sourire. « Buongiorno, Edith. Je l'ai trouvé dans le grenier de la grange. Il devait appartenir à votre père, non? Je me suis dit que je pourrais peut-être le réparer, peut-être jouer pour vous, mais... » Il regarda tristement l'instrument. « Je ne suis pas un très bon musicien. Dans ma famille, tout le monde jouait. Mes frères de la guitare, mes sœurs de la mandoline. Moi seul ai toujours mal joué. Maman disait, « Giovanni, tes mains sont faites pour le travail, pas pour la musique. » C'était le violon de ma mère, dit doucement Edith en descendant les marches. Elle savait jouer. Parfois, le soir, elle jouait pour mon père et moi. Après sa mort, mon père a rangé le violon au grenier et ne l'a plus jamais sorti.
Giovanni se figea, regardant l'instrument dans ses mains avec une nouvelle révérence. « Je vous demande pardon, » dit-il d'un ton coupable. « Je ne savais pas. Je n'aurais pas dû le toucher sans demander. »« Non, ce n'est rien, » dit Edith en s'approchant. Elle tendit la main et toucha délicatement le violon. Au contraire. Maman n'aimait pas que les choses restent inutilisées. Elle disait que la musique voulait être entendue. Sinon, elle mourrait. Elle leva les yeux vers Giovanni. « Peut-être que vous apprendrez à jouer. Vous avez le temps. Vous croyez que je peux ?» Sa voix était si pleine d'espoir qu'Eddie sentit une chaleur dans sa poitrine. « Je crois que vous pouvez tout faire si vous le voulez, » répondit-elle. Et ses mots sonnèrent plus sincères qu'elle ne l'avait prévu. Giovanni la regarda comme si elle lui avait offert le monde entier. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais à ce moment, le bruit de sabots et le grincement de roues se firent entendre depuis la route. Ils se retournèrent tous les deux. Une charrette approchait de la ferme, et sur le siège du conducteur se tenait un homme en manteau et chapeau coûteux, clairement pas un local. À côté de lui, un assistant, un jeune homme maigre aux yeux perpétuellement affamés, était perché. « Vous attendez des invités ?» demanda Giovanni, et Edith perçut une note de méfiance dans sa voix. « Non, » dit-elle en fronçant les sourcils, essayant de distinguer le visage du nouveau venu. « Je n'attends personne. » La charrette s'arrêta près du porche, et l'homme sauta à terre avec une agilité qui ne correspondait pas à sa corpulence. C'était Cyrus Blackwell, propriétaire de plusieurs fermes dans le comté, et l'homme le plus riche dans un rayon de 50 miles. Edith ne l'avait vu que quelques fois, et il n'était jamais venu chez eux auparavant. « Miss White !» s'exclama-t-il en retirant son chapeau pour révéler un crâne dégarni. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin dans un cadre plus privé. »« Monsieur Blackwell ?» acquiesça Edith avec raideur. « À quoi dois-je votre visite ?»« Aux affaires, ma chère, aux affaires, » dit-il en inspectant la ferme d'un œil évaluateur. « Je passais par là et je me suis dit, pourquoi ne pas m'arrêter pour discuter de quelque chose d'important ?» Son regard glissa sur Giovanni, qui tenait toujours le violon. « Et qui est-ce, votre nouvel ouvrier ?»« C'est Giovanni Marcello, » répondit Edith. Et pour la première fois, elle n'ajouta pas qu'il était un ouvrier ou un fiancé par correspondant. Il vit ici. Blackwell haussa un sourcil, mais ne dit rien. Il fit signe à son assistant de rester près de la charrette et se dirigea vers le porche. Peut-être pourrions-nous nous asseoir, parler au chaud. Edith ne voulait pas le laisser entrer, mais un refus direct aurait été une impolitesse dont toute la ville aurait parlé pendant des semaines. Elle acquiesça à contre-cœur et conduisit Blackwell à la cuisine. Giovanni les suivit, laissant le violon sur le porche, et se posta près de la porte, les bras croisés. « Alors, Miss White » commença Blackwell en s'asseyant à table sans y s'être invité. « J'ai longuement réfléchi à votre situation. Une femme seule, une ferme en déclin, des dettes. Oui, je suis au courant des dettes de votre défunt père. Il a emprunté de l'argent à la banque en hypothéquant la terre, et les paiements sont en retard depuis longtemps. » Edith sentit un froid la glacer jusqu'aux os. Elle connaissait les dettes, mais espérait pouvoir s'arranger avec la banque, rembourser petit à petit. « Ce ne sont pas vos affaires, » dit-elle aussi fermement que possible. « Oh, mais si, ma chère, » sourit Blackwell, et son sourire ressemblait à un rictus. « Voyez-vous, j'ai racheté votre dette à la banque. Maintenant, vous me devez de l'argent. 1 500 $, et l'échéance est passée depuis 1 mois. » Edith s'agrippa au bord de la table. 1 500 $, c'était une fortune. Elle n'en avait même pas le 10e. « Vous ne pouvez pas simplement racheter une dette, » murmura-t-elle. « Je le peux et je l'ai fait, » dit Blackwell en se penchant en arrière sur sa chaise. « Mais je ne suis pas un homme sans cœur, Miss White. Je suis prête à vous proposer une solution. Épousez-moi. J'annule la dette, la ferme reste à vous, ou plutôt, à nous. Vous obtenez la sécurité, et moi je reçois... » Il la parcourut d'un regard qui fit frissonner Edith. Une belle et jeune épouse et un lopin de terre supplémentaire.
Une proposition commerciale raisonnable, ne trouvez-vous pas? Ce n'est pas une proposition, dit Edith, la voix tremblante. C'est du chantage. Appelez ça comme vous voulez, dit Blackwell en haussant les épaules. Mais vous avez une semaine pour réfléchir. Soit le mariage, soit la ferme me revient pour la dette, et vous vous retrouvez sans rien. Pensez-y. Giovanni était resté silencieux tout ce temps, mais il s'avança alors, et son mouvement contenait une telle menace que même Blackwell se tendit. « Signor » dit Giovanni, la voix basse mais dangereuse. « Vous proposez à une femme de choisir entre vous et la misère. Ce n'est pas un choix, c'est de la violence. » « Et qui es-tu pour t'en mêler ?» Blackwell se leva, essayant de paraître imposant. « Un petit Italien, un ouvrier. Ton avis n'intéresse personne ici. »« Je suis celui qui prend soin d'Edith, » répondit Giovanni, son accent s'épaississant. « Et je vous le dis, elle ne vous épousera pas. Jamais. »« Ce n'est pas à toi de décider, mon ami, » ricana Blackwell. « Miss White est une adulte. » Elle prendra une décision raisonnable. Il prit son chapeau et se dirigea vers la porte. Une semaine, Miss White. Réfléchissez sagement. Une fois la charrette partie, Edith s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Elle sentait les murs se refermer sur elle, sa vie s'écrouler. 1 500 $. Où trouverait-elle une telle somme? Giovanni s'accroupit à côté d'elle, prenant ses mains froides dans les siennes, chaudes. « Edith, regarde-moi, » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, et son regard était si résolu qu'elle en eut le souffle coupé. « Nous trouverons une solution, » dit-il fermement. « Je ne sais pas comment, mais nous trouverons. Tu n'épouseras pas cet homme. Jamais. Capitaux? Mais comment? » Sa voix se brisa. « Je n'ai pas d'argent. Je peux vendre le bétail, les outils, mais ça ne suffira pas. La ferme, c'est tout ce que j'ai. C'est la maison de mes parents, mon enfance. Toute ma vie est ici. Si je la perds, tu ne la perdras pas, » dit Giovanni en serrant ses mains plus fort. « Écoute-moi. J'ai un peu d'argent. Pas beaucoup, mais environ 300 $. J'économisais pour faire venir ma mère d'Italie. C'est à toi. Nous vendrons ce qu'il faut. Nous travaillerons plus. Nous emprunterons à quelqu'un de bon. Nous nous battrons. » Edith le regarda à travers les larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. « Giovanni, je ne peux pas prendre votre argent. C'est tout ce que vous avez. Votre rêve pour votre mère. Mon rêve, c'est toi, » dit-il simplement. « Maman attendra. C'est une femme forte, elle comprendra. Mais toi, tu es ici, maintenant, et tu as besoin d'aide. Comment pourrais-je ne pas t'aider ?» Les larmes coulèrent nettement sur les joues d'Edith, et elle ne les essuya pas. Toute la peur accumulée depuis la mort de son père, toute la fatigue, la solitude, tout se déversa. Giovanni l'attira à lui, la serrant maladroitement mais fermement dans ses bras, et elle enfouit son visage dans son épaule, sentant la chaleur de son corps, l'odeur du savon et du pain frais. « Pardon, » sanglota-t-elle. « Pardon, je ne voulais pas. »« Chut, chut, » dit-il en lui caressant le dos. « C'est normal de pleurer. Tu as été forte trop longtemps. Parfois, les forts doivent être faibles pour redevenir forts. Ma mère disait ça. » Ils restèrent ainsi un long moment, et peu à peu, Edith se calma. Les larmes séchèrent. Sa respiration redevint régulière, mais elle ne s'écarta pas. Elle se sentait si calme, si en sécurité dans ses bras. « Giovanni, » murmura-t-elle enfin, « pourquoi faites-vous ça pour moi? Nous sommes presque des étrangers. Vous pourriez partir, trouver un autre endroit, une autre femme. » Il se figea puis s'écarta doucement pour la regarder dans les yeux. Ses mains se posèrent sur ses épaules. « Parce que tu n'es pas une étrangère, » dit-il simplement. « Tu es devenue ma famille, ma maison. Quand je te regarde, je ne vois pas seulement une belle femme. Je vois une personne qui me donne de l'espoir, qui me rend meilleur, qui rit de mes blagues stupides, mange ma mauvaise cuisine et danse avec moi dans la cuisine. Comment pourrais-je partir? Où irais-je sans toi ?» Le cœur d'Edith battait si fort
qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Elle regardait son visage, simple, avec son nez tordu et ses dents irrégulières. Et pour la première fois, elle le voyait vraiment. Non pas comme une tromperie ou une déception, mais comme un cadeau. Cet homme, venu d'outre-mer avec une fausse photo et les poches pleines d'espoir, était celui qui l'avait rattrapée alors qu'elle tombait. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous », avoua-t-elle doucement. « Tu t'en serais sortie ?» sourit Giovanni. « Tu es forte. Mais c'est mieux de s'en sortir ensemble, non ?» Elle hocha la tête, et un silence s'installa entre eux. Pas un silence gêné, mais un silence rempli de non-dits importants. Giovanni leva lentement la main et toucha sa joue, essuyant une dernière larme avec son pouce. Son contact était doux, presque révérencieux. « Edith, commença-t-il, la voix tremblante, je dois te dire quelque chose. Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais je ne peux plus le garder pour moi. Je t'aime. Pas parce que tu es des belles, même si tu es belle pour moi. Pas parce que j'ai besoin d'un endroit où vivre. Je t'aime parce que tu es toi, ton entêtement, ton rire, ta bonté que tu essayes de cacher. Tout. » Edith se figea. Son premier réflexe fut de reculer, de dire que c'était impossible, qu'ils ne se connaissaient que depuis 2 mois, que l'amour n'arrivait pas si vite. Mais son cœur disait autre chose. Son cœur disait qu'elle aussi ressentait quelque chose de profond, d'effrayant, de magnifique. « Giovanni, commença-t-elle, mais les mots ne venaient pas. « Ne réponds pas maintenant, dit-il en baissant la main et en reculant. Je voulais juste que tu le saches, pour que lorsque tu prendras ta décision concernant Blackwell, la ferme, l'avenir, tu saches qu'il y a un homme qui t'aime, qui sera toujours là si tu le veux. » Edith se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la cour enneigée, où le poulain sautillait encore dans les congères. Ses pensées s'embrouillaient, son cœur oscillait entre la peur et l'espoir. « J'ai peur, » avoua-t-elle sans se retourner. « Peur de perdre la ferme, peur de ce que je ressens pour toi, peur que tout s'effondre et que je me retrouve à nouveau seul. » « La peur est normale, » dit la voix de Giovanni tout près, et elle sentit sa présence dans son dos. « Mais la peur ne doit pas diriger ta vie. Parfois, il faut sauter, même si on ne voit pas où l'on va atterrir. » « J'ai sauté en montant sur le bateau à Naples. Tu as sauté en écrivant à l'agence. Peut-être que nous devons sauter ensemble une fois de plus ?» Edith se retourna, et ils étaient si proches qu'elle pouvait voir des étincelles dorées dans ses yeux bruns. « Et si on s'écrase ?» murmura-t-elle. « Au moins, on ne sera pas seul, » répondit Giovanni avec un timide sourire. Le reste de la journée, ils discutèrent en des options. Giovanni insistait pour aller à la banque de la ville voisine, tenter d'obtenir un prêt. Edith pensait qu'il pourrait vendre une partie des terres, les moins fertiles. Ils se disputèrent, planifièrent, et à chaque minute, Edith sentait sa détermination se renforcer. Elle ne céderait pas. Elle ne donnerait pas la ferme. Et elle n'épouserait pas Blackwell, même si cela signifiait la misère. Le soir, Giovanni sortit de nouveau le violon et tenta de jouer. C'était un peu mieux que le matin, bien que ça ressemblât toujours plus à un grincement qu'à de la musique. Edith, assise sur le porche, emmitouflée dans une couverture, écoutait en souriant. « Vous êtes horrible, » dit-elle quand il eut fini. « Je sais, » rit Giovanni. « Mais je m'améliore, non ? Demain, ce sera encore mieux. Après-demain, encore plus. Et dans 1 an, peut-être que je jouerai une cercade sous ta fenêtre, et que tu ne te boucheras pas les oreilles. » « Peut-être, » sourit Edith, et sa poitrine était chaude malgré le froid de la soirée de novembre. Cette nuit-là, en s'endormant, elle pensait à ces mots. « Je t'aime. » 3 simples mots qui avaient tout bouleversé. Et quelque part, au fond d'elle, dans un endroit qu'elle craignait d'explorer, une réponse naissait, silencieuse, incertaine, mais insistante. Côte 514 Basti. La semaine passa comme un éclair,
remplie de travail acharné et de planification. Chaque matin, Giovanni partait en ville pour trouver des petits boulots. Il réparait des toits, aidait à la forge, chargeait des sacs à l'entrepôt. Edith faisait l'inventaire de tout ce qui pouvait être vendu. De vieux outils, des réserves de foin, et même quelques objets de famille qu'il lui était pénible de céder. À la fin de la semaine, ils avaient rassemblé 800 $, une somme considérable, mais encore insuffisante. Le vendredi soir, 2 jours avant l'échéance, ils étaient assis à la table de la cuisine. Edith refaisait ses calculs pour la énième fois, espérant un miracle. Giovanni était silencieux, tapotant la table de ses doigts. Sa chemise était froissée. Des cernes marquaient ses yeux. Il dormait 4 heures par nuit, travaillant jusqu'à l'épuisement. « Il manque 750 $, murmura Edith en posant son crayon. « Même si je vends tonnerre, ça rapportera au maximum 100 $. Où trouver le reste ?» Giovanni se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, le crépuscule tombait et les premières étoiles perçaient le ciel. Il resta silencieux un long moment, puis se retourna, le visage résolu. « Il y a un moyen, dit-il lentement, mais ça ne va pas te plaire. »« Lequel ?» demanda Edith en se levant anxieuse. « Je peux vendre mon pendentif, celui de ma nonna. Il est en argent, ancien, avec un camé. Le bijoutier en ville et a dit qu'il pourrait en donner 300. C'est une antiquité. »« Non, » dit Edith en secouant la tête. « C'est tout ce qu'il te reste de ta famille. Tu ne peux pas. »« Je le peux, » dit Giovanni en s'approchant d'elle et en lui prenant les mains. « Edith, écoute-moi. Ma nonna m'a donné ce pendentif et m'a dit « Donne-le à ta femme quand tu la trouveras. Tu es ma femme. Peut-être pas sur le papier, mais dans mon cœur. Je te l'ai déjà donné. Maintenant, je le vends pour sauver ta maison. C'est juste. » Nonna aurait compris. « Mais Giovanni... » Sa voix tremblait. « Pas de « mais », dit-il en portant ses paumes à ses lèvres, baisant ses phalanges. « Demain, je vais à la grande ville. Je vends le pendentif. Avec l'argent du travail et des ventes, nous aurons assez. Nous payons Blackwell et tout sera fini. » Edith le regardait à travers ses larmes. Cet homme Mahome donnait la dernière chose qui le liait à son passé. Pour elle. Pour une ferme qui n'était même pas la sienne. Pour un avenir qui n'était pas encore promis. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle, bien qu'au fond d'elle, elle connut déjà la réponse. « Parce que je t'aime, » répondit simplement Giovanni. « Et quand on aime, on fait ce qu'il faut, pas parce qu'on doit, parce qu'on veut. » Le samedi matin, Giovanni partit à l'aube. Edith l'accompagna jusqu'à la charrette, et ils restèrent dans la brume matinale, incapables de se séparer. « Je serai de retour ce soir, » promit-il, « avec l'argent. Et demain, nous irons voir Blackwell, nous lui rendrons sa dette, et il ne reviendra plus jamais ici. »« Sois prudent, » dit Edith en ajustant le col de son manteau. « La route est longue, et le temps pourrait se gâter. »« Je suis toujours prudent, » sourit Giovanni. Il se pencha soudain et déposa un baiser sur son front, un contact léger, chaste, mais qui la bouleversa. « Attends-moi. » Elle regarda la charrette disparaître au tournant de la route et se serra dans ses bras. La journée allait être longue. Edith s'occupa des tâches de la ferme. Elle nourrit les animaux, vérifia les réserves de fourrage, tria les légumes à la cave. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Giovanni. Était-il à mi-chemin? Était-il déjà arrivé? Avait-il trouvé le bijoutier? Elle l'imaginait cédant le pendentif, le dernier fil le liant à sa patrie. Et son cœur se serrait de douleur et de gratitude. Vers midi, une pluie fine commença à tomber, puis elle s'intensifia, se transformant en une véritable averse. Edith se tenait sur le porche, scrutant le voile gris, et son anxiété grandissait. La route allait devenir boueuse, dangereuse. Et si la charrette s'enlisait? Et s'il lui arrivait quelque chose? Le temps se s'étirait douloureusement. Elle essaya de se distraire,
en cuisinant, en reprisant des vêtements, et même en tentant de jouer du violon. Mais ses doigts refusaient d'obéir. Et les sons produits étaient encore pires que ceux de Giovanni. Finalement, elle s'assit simplement près de la fenêtre et regarda la pluie, serrant une tasse de thé refroidi. Quand la nuit tomba et que Giovanni n'était toujours pas là, la panique commença à la gagner. Edith alluma toutes les lampes de la maison pour qu'il puisse voir la lumière de loin. Elle enfila une cape et sortit dans la cour, tendant l'oreille, essayant de percevoir le bruit des sabots. Ce n'est que vers 9 heures, alors qu'elle était sur le point de sceller Molly pour partir à sa recherche, qu'une lueur de lanterne apparut au loin. La charrette approchait lentement. Ça, Edith se précipita à sa rencontre, sans se soucier de la pluie et de la boue. « Giovanni !» cria-t-elle, la voix brisée par le soulagement. Il sauta du siège et elle se jeta dans ses bras, le serrant si fort qu'il en chancela. Giovanni la serra en retour, enfouissant son visage dans ses cheveux mouillés. « Pardon, pardon d'avoir été si long, » murmura-t-il. La route était mauvaise. Un pont a été emporté, j'ai dû faire un détour. Mais je suis là, tout va bien. Ils restèrent sous la pluie, s'agrippant l'un à l'autre, et pour la première fois, Edith réalisa pleinement qu'elle ne pouvait pas vivre sans cet homme. Il était devenu une partie de sa vie, aussi nécessaire que l'air. Dans la maison, Giovanni sortit une lourde bourse de la poche intérieure de son manteau et en versa le contenu sur la table. Des pièces d'or et d'argent, quelques billets. « 400 $, annonça-t-il fatigué mais triomphant. Le bijoutier en offrait d'abord 200, mais j'ai négocié. J'ai dit que c'était un héritage familial, de plus de 100 ans, en argent de haute qualité, avec un camée fait par un maître de Rome. Finalement, il a accepté 400. Giovanni sourit. Tu vois, un Italien sait négocier. Edith regarda l'argent, puis lui. Nous en avons assez maintenant. Assez maintenant, acquiesça Giovanni. 1200 $. Nous payons la dette, et il en restera un peu pour l'hiver. Elle contourna la table et le serra de nouveau dans ses bras, posant sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Fort, régulier, fiable. « Merci, murmura-t-elle. Pour tout, je ne pourrai jamais te rembourser. » « Il n'y a rien à rembourser, » dit Giovanni en lui caressant le dos. « Une famille ne paie pas de dette. Une famille, c'est tout. » Ils s'endormirent ainsi, Edith dans le lit, Giovanni dans un fauteuil à côté, se tenant la main. Quand elle se réveilla au milieu de la nuit, elle vit qu'il était encore éveillé, la regardant dans la pénombre, et son regard était si tendre qu'elle en eut le souffle coupé. Le matin, ils mirent leurs plus beaux vêtements. Edith une robe vert foncé qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Giovanni le seul costume décent qu'il avait apporté d'Italie. Ils attelèrent sur la charrette et se rendirent chez Blackwell, une grande demeure à la périphérie de la ville. Blackwell les reçut dans son salon, affalés dans un fauteuil avec un cigare. Quand ils entrèrent, il les toisa d'un regard suffisant. « Miss White, » dit-il d'une voix traînante, « j'espérais que vous veniez avec la bonne réponse. »« Je suis venu payer ma dette, » dit froidement Edith en posant la bourse sur la table. « 1500 $. Comptez-les. » Le sourire de Blackwell s'effaça. Il attira la bourse, en vida le contenu et commença à compter. Le silence s'éternisa, seulement rompu par le froissement des billets et le cliquetis des pièces. Finalement, il se renversa dans son fauteuil, le visage aussi acide qu'un citron. « 1500, confirma-t-il à contre-cœur. La dette est réglée. »« Alors donnez-moi un reçu, » exigea Edith, « avec votre sceau et votre signature. » Blackwell grinça des dents, mais prit du papier et se mit à écrire. Une fois le reçu prêt, Edith le prit, lut attentivement chaque mot, le plia et le glissa dans sa poche. « Au revoir, monsieur Blackwell, dit-elle. J'espère que nous ne nous reverrons plus. » Ils étaient déjà à la porte quand Blackwell les interpella. « Miss White, vous faites une erreur. Ce petit Italien ne restera pas. Tôt ou tard, il s'enfuira et vous vous retrouverez seul.
Vous auriez pu avoir la stabilité et la richesse. Edith se retourna, le regard aussi dur que l'acier. Je préfère un pauvre honnête à un riche menteur, monsieur Blackwell. Et cet homme, elle prit la main de Giovanni. Vaut 10 hommes comme vous. Bonne journée. Ils sortirent, et ce n'est qu'une fois dans la charrette qu'Edith s'autorisa à respirer profondément. Giovanni lui serra la main. « Tu as été magnifique », dit-il avec admiration. « Comme une lionne. J'ai cru que tu allais le mordre. » Edith se mit à rire, de soulagement, de joie, de la prise de conscience soudaine de sa liberté. « C'est fini, murmura-t-elle. Nous sommes libres. La ferme est à nous. »« À nous », répéta Giovanni, et le mot était si lourd de sens qu'Edith se tourna vers lui. « Giovanni, je dois te dire quelque chose. » Commença-t-elle, le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il pouvait l'entendre. « Au cours de ces mois, tu as changé ma vie. Au début, j'étais en colère, blessé, déçu. Tu n'étais pas celui que j'attendais. Mais maintenant, je comprends que tu es exactement celui dont j'ai besoin. Quelqu'un d'honnête, de bon, prêt à donner son dernier sou pour moi. Quelqu'un qui me fait rire, danser, croire en de bonnes choses. Je t'aime. Je t'aime tel que tu es. » Giovanni arrêta la charrette au milieu de la route. Il se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes. « Tu m'aimes » redemanda-t-il comme s'il n'y croyait pas. « Vraiment ? Vraiment » acquiesça Edith, des larmes coulant sur ses joues. « Je t'aime, Giovanni Marcello, avec ton accent terrible et ton nez tordu, et toutes tes histoires sur Naples. J'aime la façon dont tu chantes en travaillant, dont tu m'apportes des marguerites, dont tu m'appelles quotidiennement, même si je ne le mérite pas. »« Et tu mérites tout » dit Giovanni en touchant son visage, essuyant ses larmes. « Edith, je suis venu ici avec un mensonge, mais tu m'as donné la vérité. Tu m'as donné un foyer, une famille, de l'amour. Je veux rester ici pour toujours. Je veux travailler cette terre, élever des enfants, vieillir à tes côtés, si tu veux de moi, si tu me prends non pas comme un fiancé par correspondance, mais comme un vrai mari. Je te prends, murmura Edith. Je te prends tel que tu es. » Giovanni se pencha et l'embrassa, un baiser incertain d'abord, presque timide, mais lorsqu'elle y répondit, il devint plus profond, plein de promesses et d'espoir. Ils s'embrassèrent au milieu de la route, sous le ciel de novembre, et le monde autour cessa d'exister. Quand ils rentrèrent à la ferme, toute la ville était déjà au courant. Edith White avait remboursé Blackwell, et l'Italien l'avait aidé. Le soir, les voisins commencèrent à arriver, qui avec une tourte, qui avec un pot de confiture, qui simplement pour les féliciter. M. Coleman apporta une bouteille de whisky et frappa Giovanni sur l'épaule. « Tu es un vrai homme, l'Italien, » dit-il. « La ville respecte ça. » Madame Harrison arriva la dernière, le visage renfrogné, mais elle tendit à Edith un paquet de tissus. « Pour une robe de mariée, grommela-t-elle. « Si bien sûr il y a un mariage. »« Il y en aura un, » sourit Edith, et pour la première fois. Le sourire de Madame Harrison fut presque sincère. Quand tout le monde fut parti, Edith et Giovanni s'assirent sur le porche, émitouflés dans la même couverture. Les étoiles avaient envahi le ciel, brillantes et froides, mais ils avaient chaud ensemble. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Edith en posant sa tête sur son épaule. « Je cherchais l'homme parfait sur une photo, et j'ai trouvé un homme vrai. Et il s'est avéré meilleur que n'importe quelle photo. Mon cugino Marco est beau, admit Giovanni, mais il est ennuyeux. Il se regarde tout le temps dans le miroir, ne parle que de lui. Sa femme est malheureuse. Il l'embrassa sur le sommet du crâne. Moi, je ne suis pas beau, mais je suis intéressant. Et je te rendrai heureuse chaque jour, je te le promets. Tu n'es pas laid, objecta Edith. Tu as un visage bon, honnête. Et pour moi, c'est le plus beau des visages. Ils restèrent en silence, écoutant le poulain renifler dans la grange, le vent bruire dans les branches nues. Et soudain,
Giovanni se mit à chanter doucement, cette chanson italienne sur le marin qui retrouve sa bien-aimée. Mais cette fois, la mélodie n'était pas triste, mais joyeuse, comme un hymne. « À quoi penses-tu » demanda Edith. « Je pense que je suis comme ce marin de la chanson, » répondit Giovanni. « Je suis parti loin, je cherchais quelque chose sans savoir quoi, et j'ai trouvé. J'ai trouvé un foyer, j'ai trouvé l'amour, je t'ai trouvé. » « Et je t'ai trouvé, » dit Edith en levant la tête pour le regarder dans les yeux. « Et tu sais quoi? Je ne t'échangerai contre aucun bel homme de photo, pour rien au monde. » Giovanni sourit de ce même sourire tordu qui semblait maintenant à Edith le plus beau du monde, et l'embrassa de nouveau. Le mariage eut lieu 1 mois plus tard, en décembre, alors que la première neige avait recouvert la ferme d'un manteau blanc. La cérémonie fut simple dans la petite église d'église de la ville, en présence de tous les voisins. Edith portait une robe cousue dans le tissu de Madame Harrison, avec une couronne de fleurs séchées dans les cheveux. Giovanni avait mis son costume italien et arborait un sourire béat toute la journée. Quand le prêtre demanda « Prenez-vous cet homme pour légitime époux ?» Edith répondit d'une voix ferme et claire « Côte 119 ». Et quand Giovanni lui passa au doigt un simple anneau d'argent qu'il avait lui-même forgé dans l'atelier de M. Coleman, ses mains tremblaient. Après la cérémonie, une petite fête fut organisée au saloon. Giovanni joua du violon, toujours mal mais de manière reconnaissable. Puis il dansa avec Edith, la faisant tournoyer sous les acclamations des invités. Il chanta, raconta des histoires, fit rire tout le monde, et même les voisins les plus méfiants admirent que l'Italien était un type bien. Le soir, de retour à la ferme, Giovanni prit Edith dans ses bras et lui fit franchir le seuil, une vieille tradition qu'il connaissait de quelque part. Elle riait, l'enlaçant par le cou, se sentant légère comme une plume. « Bienvenue chez vous, signora Marcello », prononça solennellement Giovanni en la posant à terre. « J'étais déjà chez moi, sourit Edith. Mais maintenant, cette maison est pleine, enfin pleine. » Cette nuit-là, ils étaient allongés dans le lit, qui n'avait appartenu qu'à Edith et qui était maintenant le leur. Giovanni lui tenaille la main, les doigts entrelacés. « Edith, » murmura-t-il dans le noir, « merci. Pourquoi? De m'avoir donné une chance. De m'avoir vu tel que j'étais vraiment. D'avoir aimé non pas le visage sur une photo, mais l'homme qui est ici, avec toi. » Edith se tourna vers lui toucha la joue. « Et merci à toi de m'avoir réappris à croire en l'amour, au miracle, au fait que la vie peut être belle. » Ils restèrent en silence, écoutant le vent d'hiver hurler dehors, le feu crépiter dans le poêle. Et tous deux pensaient à la même chose. À quel point la vie est étrange, ses chemins imprévisibles, et comment parfois les plus grandes erreurs se transforment en les plus beaux cadeaux. Giovanni était arrivé avec une fausse photo et un mensonge, mais il avait apporté avec lui l'honnêteté, la bonté et un amour véritable. Et Edith, qui cherchait le mari parfait, avait trouvé non pas un homme parfait, mais le sien, unique et irremplaçable, avec son nez tordu, son accent prononcé et un cœur plein de chansons. Et quand au printemps, le poulain reçut enfin un nom, Spera, ce qui signifie « quote 120 ». En italien, il se tenait près de l'enclos, main dans la main, le regardant galoper dans l'herbe fraîche. Et il savait que leur histoire ne faisait que commencer. L'histoire de la façon dont l'amour arrive quand on ne s'y attend pas, et pas sous la forme qu'on imagine. Mais quand il arrive, vrai, sincère, il change tout, pour toujours.